Je m'appelle Nathalie et j'ai 33 ans. Je travaille dans la comptabilité pour une entreprise de taille moyenne en centre-ville et je gagne bien ma vie. Pas un salaire de riche, mais assez pour avoir mon propre 2 pièces dans un quartier sympa et un compte épargne bien garni que j'utilise vraiment pour épargner. Pas pour dépenser dans des bêtises. J'aime que ma vie soit organisée. Je paie mes factures à temps. Le dimanche, je prépare mes repas pour la semaine et j'ai un tableur de budget que je mets à jour chaque semaine. Mes amis me trouvent ennuyeuse, mais peu importe. Au moins, je ne suis pas tout le temps stressée par l'argent comme la plupart des gens de mon âge. Ma famille est tout mon contraire. Mes parents, Martine et Jean, approchent de la soixantaine et n'ont jamais su suivre un plan. Maman travaillait à temps partiel dans un grand magasin jusqu'à l'année dernière, quand elle a décidé qu'elle était trop fatiguée pour continuer. Papa bosse dans le bâtiment quand ça lui chante, ce qui n'est pas très souvent ces derniers temps. Ils vivent au jour le jour quand ils ont la chance d'avoir un salaire qui tombe. Et puis il y a ma petite sœur, Chloé. Elle a 28 ans et travaille dans un café, mais seulement quand elle ne se consacre pas à son art. Elle peint des trucs abstraits qui ressemblent à des gribouillages d'enfants de maternelle, mais elle se dit artiste. Ça fait plus d'1 an qu'elle vit dans le même studio. Et devinez qui paie son loyer? Eh oui, c'est moi. Ça a commencé doucement. Il y a 3 ans, mes parents m'ont appelé en pleurs parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur crédit immobilier. Juste pour cette fois, disait-il, c'est une urgence. Alors, je leur ai envoyé 1 000 €. Puis, c'est arrivé le mois suivant et celui d'après. Maintenant, je leur envoie de l'argent automatiquement chaque mois parce que c'est plus simple que de gérer leur crise. Pareil pour Chloé. L'année dernière, elle m'a appelée en sanglotant parce qu'elle allait se faire expulser. Si je pouvais l'aider juste pour cette fois, son loyer est de 1 200 € par mois, ce qui est plus que ce qu'elle gagne au café la plupart des mois. Mais je me suis dit qu'en payant, au moins elle aurait un toit stable et peut-être qu'elle se prendrait en main. Ça ne me dérange pas vraiment de les aider. Alors, quand maman m'a appelé mardi dernier pour me demander si je voulais venir dîner vendredi, j'ai dit oui. On essaie de faire des dîners de famille au moins 1 fois par mois, même si ça se termine généralement par moi écoutant tout le monde se plaindre de ses problèmes pendant que je mange le rôti trop cuit de maman. Vendredi est arrivé et je me suis présentée chez mes parents à 18 h pile, comme toujours. C'est ce petit pavillon de plain-pied dans un vieux quartier qu'ils laissent lentement tomber en ruine parce que les réparations coûtent cher. Le perron s'affaisse depuis 2 ans. Je suis entrée et j'ai vu Chloé assise sur le canapé à côté d'un type que je n'avais jamais vu. Il était grand et mince, avec une barbe qui semblait avoir été plantée là 5 minutes plus tôt. Chloé était pratiquement collée à lui, gloussant à quelque chose qu'il lui avait murmuré à l'oreille. « Nathalie !» Chloé a bondi pour me serrer dans ses bras. « Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. Voici Marc, mon fiancé. » J'ai cligné des yeux. « Ton quoi? On est fiancés. » Chloé a levé sa main gauche, exhibant une minuscule bague en diamant qui venait sûrement d'une de ses bijouteries bas de gamme. « Quand est-ce que c'est arrivé? » ai-je demandé, essayant de cacher mon choc. La dernière fois qu'on s'était parlé, Chloé se plaignait d'être célibataire. « Il y a 2 semaines. » a dit Marc en se levant pour me serrer la main. « Chloé parle tout le temps de toi. Tu es la sœur qui a réussi, c'est ça? » Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit « réussi » qui m'a déplu, mais j'ai juste souri et dit « félicitations ». On s'est assis pour dîner et maman a servi son menu habituel. Poulet sec, purée en flocons et haricots verts en conserve. Papa a demandé à Marc ce qu'il faisait dans la vie, et Marc a répondu qu'il était entre 2 opportunités, mais qu'il avait de grands projets en cours. Chloé n'arrêtait pas de le dévorer des yeux comme s'il venait d'inventer l'électricité. On était à la moitié du dîner quand Chloé a soudainement posé sa fourchette et a pris un air sérieux. « En fait, j'ai quelque chose d'important à demander à tout le monde. »« Ça y est, ai-je pensé. Encore une crise, encore une demande d'argent. Les parents de Marc nous ont invités à Hawaï avec eux pendant 1 semaine, » a dit Chloé, les yeux brillants. « Ils veulent mieux me connaître. Et ils ont dit que ce serait une super occasion de créer des liens avant le mariage. Ça a l'air sympa, ai-je dit prudemment. Le problème, a continué Chloé, c'est que ça va coûter environ 12 000 € pour nous 4, moi, Marc et ses parents. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. Mes parents aussi. Marc aussi. J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé Chloé calmement. Je ne vais pas dépenser d'argent pour ce voyage, ai-je dit. Tu peux créer une relation avec tes futurs beaux-parents gratuitement. Organisez un événement ensemble. Faites une promenade au parc. Invitez-les à dîner.
Il y a plein de façons de créer des liens qui ne coûtent pas 12 000 €. Le visage de Chloé s'est immédiatement renfrogné. « Nathalie, c'est important pour moi. » Marc s'est penché en avant et m'a regardé avec une expression agacée. « Honnêtement, c'est assez déplacé. Chloé et tes parents m'ont dit que tu les aidais toujours financièrement. C'est une étape cruciale pour notre relation. » Mes parents ont tous les deux hoché la tête en signe d'approbation, et j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient parlé de moi à cet étranger, lui racontant comment je leur donnais toujours de l'argent, comme si j'étais une sorte de distributeur automatique sur lequel ils pouvaient compter. J'ai fixé Marc un long moment, réalisant qu'il était comme les autres. Une autre personne qui pensait que je lui devais quelque chose simplement parce que j'avais ma vie en ordre. « Je ne vais pas gaspiller d'argent pour des vacances », ai-je dit, en gardant ma voix stable. « Mais je serai heureuse de vous donner de l'argent quand vous préparerez réellement le mariage. Tu sais, pour quelque chose qui compte. » Cette conversation est terminée. Le reste du dîner fut tendu. Chloé n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs. Marc ne me regardait même plus. Maman et papa échangèrent des regards, comme s'ils avaient une conversation silencieuse sur à quel point j'étais décevante. Mais je m'en fichais. J'ai fini mon dîner, aidé à débarrasser la table comme toujours, et je suis rentrée chez moi. Plusieurs semaines se sont écoulées après ce dîner. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de maman pour savoir comment j'allais. Pas de SMS de Chloé partageant un mème stupide qu'elle avait trouvé en ligne. Rien de papa me demandant si je pouvais passer l'aider sur un projet à la maison. Je suis habituée à ce que ma famille soit dramatique et dépendante, mais je ne suis pas habituée à ce qu'ils m'ignorent complètement. Même quand on se dispute, quelqu'un appelle généralement en quelques jours pour arranger les choses. C'était différent. Alors, un jeudi après-midi, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais jamais. Débarquer à l'improviste avec une offrande de paix. Il y a cette pâtisserie de luxe appelée la pâtisserie des rêves juste à côté de mon bureau. Ils font des tartes aux fruits incroyables qui coûtent près de 40 € pièce, mais c'est le genre de chose qui fait oublier aux gens qu'ils sont en colère contre vous. J'ai acheté la préférée de maman, une tarte pomme cannelle avec une sorte de glaçage spécial. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale et que je devais partir plus tôt. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, la boîte à gâteaux à la main, prête à m'excuser d'avoir été si dure à propos de cette histoire d'Hawaï. J'avais encore ma clé de l'époque où je vivais chez eux pendant mes études. Alors, je suis entrée comme je le faisais toujours. C'est là que j'ai entendu des voix venant de la cuisine, des voix fortes. Ils avaient une sorte de conversation intense, et ils ne m'avaient manifestement pas entendu entrer. J'allais les appeler quand j'ai entendu la voix de Chloé, claire comme le jour. Je veux toujours aller à Hawaï avec Marc et ses parents, mais je n'ai pas l'argent. Nathalie est tellement avare sur ce coup. Je me suis arrêtée net, la boîte à gâteaux me semblant soudainement très lourde dans les mains. « Ne t'inquiète pas pour Nathalie. » La voix de maman est venue de la cuisine. « Ton père et moi avons trouvé un plan pour lui soutirer de l'argent. Je vais dire que mon arthrose s'aggrave et que j'ai besoin d'un traitement spécial. Tu sais comment est Nathalie. Elle croira tout ce qu'on lui dira sur les questions médicales. » Ils ont tous ri, vraiment ri. « Combien tu vas demander ?» a voulu savoir Chloé. « 15 000 €, a dit maman. « Ça couvrira ton voyage à Hawaï et ça nous laissera un petit extra pour nous. »« C'est génial », a ajouté la voix de papa. Nathalie a toujours été bête sur ce point. Elle croit tout ce qu'on lui dit sans poser de questions. Je m'attendais à ce que maman me défende, qu'elle dise à papa qu'il allait trop loin. Au lieu de ça, elle a ri plus fort. « Vous savez quelle est la vérité ?» a dit maman. « La vérité, c'est qu'on aime Nathalie que lorsqu'elle nous donne de l'argent. Le reste du temps, elle nous agace avec son organisation, sa planification et ses leçons sur la responsabilité. » J'ai eu l'impression que j'allais vomir. La boîte à gâteaux a glissé de mes mains, mais je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Me déplaçant aussi silencieusement que possible, j'ai reculé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et je suis sortie. Puis j'ai pris une profonde inspiration, je suis retournée vers la porte et j'ai frappé. « J'arrive !» a crié maman d'une voix faussement joyeuse. La porte s'est ouverte et le visage de maman s'est illuminé comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années. « Nathalie, quelle merveilleuse surprise! Entre, entre !» Je suis rentrée dans la maison d'où je venais de m'éclipser, tenant la même tarte, regardant la même femme qui venait de dire qu'elle ne m'aimait que pour mon argent. « Regardez qui est là !» a crié maman vers la cuisine. Papa et Chloé sont sortis.
tous deux affichant d'énormes sourires forcés. « Nathalie !» Chloé s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, comme si nous n'avions pas passé 3 semaines sans nous parler. « Tu m'as tellement manqué. J'ai apporté une tarte, » ai-je dit en tendant la boîte. « Tu es un amour », a dit papa en me tapotant l'épaule. « Allons prendre le thé avec ça. » Nous nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine où ils venaient de comploter pour m'escroquer de 15 000 €. Maman s'affairait à préparer le thé et à couper la tarte, jacassant sur sa beauté et sur ma prévenance. J'observais attentivement leur visage maintenant, cherchant des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. La façon dont le sourire de Chloé n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La façon dont papa jetait des regards à maman comme s'il partageait une blague privée. La façon dont la voix de maman devenait juste un peu trop aiguë quand elle était faussement gentille. Avait-il toujours été comme ça? Avais-je simplement été trop aveugle pour le voir? Maman s'est assise avec sa part de tarte et a soudainement grimacé, posant sa main sur le bas de son dos. « Oh, cette arthrose me fait vraiment souffrir ces derniers temps. Ça a tellement empiré ces dernières semaines. Je commence à m'inquiéter, honnêtement. » ai-je dit en sirotant mon thé. « La douleur est constante maintenant, » a continué maman. « J'ai à peine sommeil la nuit. Et mes mains, elles sont si raides le matin. J'ai du mal à faire le café. » Elle a levé ses mains et a fléchi ses doigts comme si elle faisait la démonstration d'une sorte de handicap. Chloé et papa ont tous deux émis des bruits de sympathie. « Ça a l'air dur, » ai-je dit. « Je pense que je vais devoir voir un spécialiste, » a dit maman en surveillant mon visage. « Tu sais, obtenir un vrai traitement avant que ça n'empire. » J'ai hoché la tête et vérifié ma montre. En fait, je viens de me souvenir que j'ai une réunion à laquelle je dois retourner. Urgence de travail. Le visage de maman s'est décomposé. « Déjà? Tu viens d'arriver? » « Désolée, ai-je dit en me levant. « Merci pour le thé. » J'ai embrassé la joue de maman, serré Chloé et papa dans mes bras, et je suis partie. En marchant vers ma voiture, je pouvais les voir à travers la fenêtre de la cuisine, se demandant probablement pourquoi leur petite performance n'avait pas fonctionné. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, mes mains tremblant sur le volant. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai double verrouillé la porte. Je me suis assise sur mon canapé. Et je me suis enfin laissée envahir par la colère. Une colère réelle, véritable et furieuse. 2 300 €. C'est ce que je leur envoyais chaque mois depuis des années. 27 600 € par an à des gens qui me prenaient pour une idiote. À des gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile. Mais alors que la colère s'installait dans ma poitrine, elle s'est transformée en autre chose. Quelque chose de plus froid et de plus ciblé. Ils voulaient jouer avec moi. Très bien, je pouvais jouer aussi. Au cours des jours suivants, j'ai agi comme si de rien n'était. Quand maman m'a envoyé un texto pour me demander comment j'allais, j'ai répondu que tout allait bien. Quand elle a commencé à se plaindre de son arthrose dans nos messages, j'ai envoyé des réponses sympathiques comme « Oh non, ça a l'air terrible, j'espère que tu te sentiras bientôt mieux. » Mais je n'ai pas proposé d'argent. J'ai juste fait l'innocente. Les textos de maman sont devenus de plus en plus évidents au fil des jours. Au début, ce n'était que des plaintes générales sur la douleur. Puis elle a commencé à mentionner des symptômes spécifiques. Puis elle a commencé à parler de visites chez le médecin qui n'ont probablement jamais eu lieu. Le médecin dit que mon arthrose s'aggrave vraiment, a-t-elle texté un soir. Il s'inquiète de dommages permanents si je ne reçois pas un traitement approprié bientôt. J'ai répondu « C'est terrible. J'espère que tu trouveras un bon plan de traitement. Ces spécialistes sont si chers, par contre, a-t-elle répliqué. L'assurance ne couvre pas tout. C'est frustrant, ai-je répondu, et j'en suis restée là. Je pouvais presque sentir sa confusion à travers le téléphone. Normalement, à ce stade, j'aurais demandé de combien elle avait besoin et proposé de l'aider. Au lieu de cela, j'agissais comme si je ne comprenais pas à quoi elle faisait allusion. Cela a duré 3 semaines. Les messages de maman sont devenus plus désespérés et moins subtils. Elle a commencé à m'envoyer des articles sur les traitements de l'arthrose. Elle m'a parlé d'un centre médical spécialisé qui, soi-disant, traitait exactement son état. Elle a même inventé une histoire sur une amie qui était allée au même endroit et avait eu des résultats incroyables. Finalement, maman m'a appelé un mercredi soir. J'étais assise sur mon canapé, mangeant un plat à emporter et regardant Netflix quand mon téléphone a sonné. « Nathalie, ma chérie, il faut qu'on parle », a dit maman d'une voix sérieuse. « Peux-tu venir dîner ce week-end ? Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter à propos de ma santé. » J'ai souri pour moi-même. C'était le moment, le grand moment qu'il préparait.
Samedi est arrivé et je me suis présentée à l'heure. Chloé et Marc étaient déjà là, assis sur le canapé, l'air sérieux et concerné. Maman se déplaçait lentement, faisant tout un spectacle de la douleur de ses articulations. Papa n'arrêtait pas de lui demander si elle avait besoin d'aide pour tout. Nathalie. Chloé a bondi pour me serrer dans ses bras. Je suis si contente que tu sois là. On s'est tous fait beaucoup de soucis pour maman. Elle a eu des douleurs constantes, a ajouté Marc, ce qui m'a semblé étrange puisqu'il connaissait à peine ma mère. Mais apparemment, il était maintenant pleinement engagé dans cette arnaque familiale. On s'est assis pour dîner et la performance a commencé. Papa a commencé à parler de ma réussite et de la fierté qu'ils avaient de moi. Chloé m'a qualifiée de meilleure sœur du monde et n'a cessé de répéter la chance qu'elle avait de m'avoir dans sa vie. Maman me souriait toutes les quelques minutes et me disait à quel point elle m'aimait. C'était comme regarder une très mauvaise pièce de théâtre où tous les acteurs surjouaient. « Tu sais, Nathalie, » a dit papa en découpant le rôti, « tu as toujours été la plus intelligente de cette famille, la plus responsable. Nous sommes si reconnaissants d'avoir quelqu'un comme toi, sur qui nous pouvons compter. » Chloé a hoché la tête avec enthousiasme. « Sérieusement, Nathalie, tu es incroyable. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Marc a même ajouté son grain de sel. « Chloé m'a tellement parlé de ta générosité et de ta bienveillance. C'est vraiment inspirant. J'ai juste souri et mangé mon dîner, attendant que le vrai spectacle commence. Finalement, alors que maman débarrassait les assiettes à dessert, elle s'est rassise avec une expression peinée sur le visage. « Je déteste aborder ce sujet pendant un si bon dîner, » a-t-elle dit, « mais je dois vraiment vous parler de ma situation de santé. » Tout le monde s'est tu et s'est tourné vers elle avec des visages inquiets. « Le médecin a fait d'autres tests la semaine dernière, » a continué maman. « Et il dit que je dois commencer le traitement tout de suite. Il y a ce centre de rééducation spécialisé qui traite spécifiquement les cas d'arthrose sévère comme le mien. » Elle a fait une pause dramatique, comme si elle essayait de ne pas pleurer. « Le problème, c'est que ça va coûter 15 000 €. La mutuelle en couvrira une partie, mais loin d'être assez. Et si je ne reçois pas ce traitement bientôt, le médecin dit que je pourrais finir en fauteuil roulant. » Chloé a eu un hoquet. « Maman, c'est horrible. J'aimerais avoir ce genre d'argent, » a dit Chloé en regardant autour de la table. « Mais avec mon salaire de serveuse ?» Marc a secoué la tête tristement. « J'aiderais si je pouvais, mais je suis toujours entre deux emplois. » Papa a soupiré lourdement. On a essayé de trouver une solution, mais on n'a tout simplement pas 15 000 € qui traînent. Puis ils se sont tous tournés vers moi, le moment phare qu'ils planifiaient depuis des semaines. J'ai regardé chacun de leurs visages. Maman avec son expression faussement inquiète, papa hochant la tête sérieusement, Chloé se mordant la lèvre comme si elle essayait de ne pas pleurer, et Marc assis là comme s'il se souciait réellement de la condition médicale fictive de ma mère. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. Pas un petit gloussement, mais un rire incontrôlable, du genre à couper le souffle, les larmes aux yeux. Ils m'ont tous regardé comme si j'avais perdu la tête. « Nathalie, » dit Chloé d'un ton incertain, « qu'est-ce qui est drôle? C'est de la santé de maman qu'il s'agit. » J'ai essuyé mes yeux et j'ai regardé autour de la table leurs visages confus. « Je suis au courant de votre complot, » ai-je dit calmement. La pièce est devenue silencieuse. Maman a ri nerveusement. « Un complot? Ma chérie, je ne sais pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si, » ai-je dit. « Je vous ai tous entendu en parler il y a 3 semaines quand je suis venue avec la tarte. Comment vous alliez faire semblant que maman était malade pour me soutirer 15 000 €, de l'argent que vous comptiez donner à Chloé pour son voyage à Hawaï. » Chloé est devenue blême. La bouche de Marc s'est ouverte. Papa avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. « J'ai entendu chaque mot, » ai-je continué, « sur le fait que je suis stupide et crédule, sur le fait que vous ne m'aimez que lorsque je vous donne de l'argent, sur le fait que je vous agace le reste du temps. » Le visage de maman était devenu complètement blanc. « Nathalie, je peux expliquer? »« Pas besoin d'expliquer, » ai-je dit en me levant de table. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je les ai regardés tous une dernière fois. J'en ai fini avec vous tous. Plus d'argent, plus d'aide, plus de dîner de famille. À partir de maintenant, je coupe tout contact. Chloé a retrouvé sa voix la première. « Nathalie, tu ne peux pas nous faire ça. Regarde-moi bien, » ai-je dit. Je me suis tournée spécifiquement vers Chloé. « J'annule le virement pour ton loyer dès aujourd'hui. Et maman, papa, finis les virements mensuels de 1 000 €. » Je me suis dirigée vers la porte pendant qu'ils se mettaient tous à parler en même temps, criant des protestations et des excuses, mais je ne me suis pas arrêtée pour écouter.
J'en avais enfin fini d'être leur distributeur automatique. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je suis immédiatement allée en ligne pour annuler tous les virements automatiques. Les 1 000 € mensuels pour mes parents, annulés. Le loyer de 1 200 € de Chloé, annulé. Il m'a fallu environ 10 minutes pour défaire 3 ans de soutien financier et c'était une sensation incroyable. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'ai fini. Maman, papa, Chloé, ils m'appelaient tous en boucle. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Puis les textos ont commencé à affluer. Des messages de colère, des tentatives de culpabilisation, des supplications désespérées. Chloé a écrit tout un paragraphe sur à quel point j'étais cruelle et égoïste. Papa a envoyé un court message me traitant d'ingrate. Maman a écrit un long texte sur à quel point elle était blessée et comment j'avais tout mal compris. J'ai supprimé chaque message sans les lire entièrement. Vers 22 h ce soir-là, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Sans réfléchir, j'ai décroché. « Nathalie, Dieu merci !» C'était Chloé qui appelait du téléphone de Marc. « Il faut que tu m'écoutes. »« Non, je n'ai pas à le faire, » ai-je dit. « Tu es cruelle et égoïste, » a crié Chloé. « Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Regarde-moi bien, » ai-je dit avant de raccrocher. J'ai immédiatement bloqué le numéro de Marc, puis j'ai parcouru mes contacts et bloqué aussi maman, papa et Chloé. S'ils voulaient me joindre, ils n'avaient qu'à envoyer une lettre. La semaine suivante fut d'un calme bienheureux. Pas d'appel, pas de texto, pas d'urgence financière. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je regardais Netflix et je me détendais vraiment pour la première fois depuis des années. Mais ensuite, ils se sont présentés à mon appartement. C'était un mardi soir vers 19 h quand j'ai entendu frapper fort à ma porte. Pas des coups normaux, des coups de poing rageurs. « Nathalie, on sait que tu es là. » La voix de Chloé traversait la porte. « Ouvre !» J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les trois. Maman, papa et Chloé, debout dans le couloir, l'air furieux. « Il faut qu'on parle !» a crié papa. « Nathalie, s'il te plaît !» a ajouté maman. « C'est ridicule. » Ils ont continué à frapper et à crier pendant environ 5 minutes. Mes voisins commençaient probablement à être agacés. Mais je n'allais pas récompenser ce comportement en ouvrant la porte. Finalement, j'ai crié « Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. »« Tu n'oserais pas !» a hurlé Chloé en retour. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17, puis je l'ai tenu contre la porte pour qu'il puisse m'entendre parler avec l'opérateur. Oui, j'ai besoin que quelqu'un vienne pour faire partir des personnes qui troublent l'ordre dans mon immeuble. Les coups ont cessé immédiatement. Je les ai entendus chuchoter avec colère dans le couloir, puis des bruits de pas s'éloignant. Après ça, ils m'ont laissé tranquille, complètement tranquille. Les mois ont passé. Au début, je m'attendais toujours à ce que l'un d'eux se présente ou trouve un moyen de contourner les blocages que j'avais mis sur leur numéro, mais ils ne l'ont pas fait. C'était comme s'ils avaient enfin compris que j'étais sérieuse en coupant les ponts. Par l'intermédiaire de ma cousine Élise, qui parlait encore occasionnellement à mes parents, j'ai eu des bribes d'informations sur ce qui leur arrivait. Maman et papa avaient dû reprendre le travail à plein temps pour payer leurs factures. Papa a pris plus de chantier et maman a trouvé un emploi dans un supermarché. Ils luttaient, mais ils s'en sortaient. Chloé avait emménagé avec Marc, mais apparemment ça ne se passait pas bien. Élise m'a dit qu'ils se disputaient constamment parce que Marc était mécontent que Chloé ne puisse pas contribuer beaucoup à leurs frais de subsistance. Son travail au café couvrait à peine sa propre nourriture et ses transports, sans parler d'aider au loyer. Je me suis sentie un tout petit peu mal en entendant ça, mais pas assez pour changer d'avis. Chloé avait 28 ans. Il était temps qu'elle apprenne à prendre soin d'elle-même. « Est-ce que quelqu'un a parlé de moi ?» ai-je demandé à Élise. « Il parle de toi de temps en temps », a dit Élise prudemment. « Ta mère dit que tu lui manques, mais la plupart du temps, ils ont l'air en colère. Tant mieux, ai-je pensé. Qu'ils soient en colère. Ce qui était drôle, c'est qu'ils ne me manquaient pas du tout. Je pensais que ce serait le cas, surtout pendant les vacances et les anniversaires. Mais quand mon anniversaire est arrivé en novembre, c'était en fait agréable de ne pas recevoir d'appels de gens qui n'étaient gentils que parce qu'ils voulaient quelque chose de moi. J'avais plus d'argent sur mon compte épargne que je n'en avais eu depuis des années. Sans ces 2 300 € mensuels qui allaient à ma famille, j'ai pu rembourser ma voiture en avance et commencer à épargner pour un apport pour une maison. Je me suis fait de nouveaux amis au travail. J'ai commencé à sortir avec un gars nommé Romain qui travaillait au service informatique. J'ai pris des vacances en Italie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire,
mais que je ne pouvais jamais me permettre quand je subvenais aux besoins de 3 autres adultes. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même au lieu de nettoyer les dégâts des autres. Élise m'a rappelé vers Noël. « Ta famille passe un mauvais moment », a-t-elle dit. « Tes parents travaillent tellement qu'ils sont épuisés tout le temps. Et Chloé et Marc ont rompu la semaine dernière. »« Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, sans être sûre de vraiment m'en soucier. « Marc en a eu marre de l'entretenir », a dit Élise. Il lui a dit qu'elle devait grandir et trouver un vrai travail ou trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Elle est retournée vivre chez tes parents. Chloé était donc de retour à la case départ. Sauf que maintenant, mes parents ne pouvaient plus se permettre de la soutenir, car ils avaient à peine la tête hors de l'eau. « Ils n'arrêtent pas de parler de te recontacter », a dit Élise. « Surtout maintenant que ce sont les fêtes. J'espère qu'ils ne le feront pas, ai-je dit honnêtement. Vas-tu leur pardonner un jour ?» J'y ai réfléchi 1 minute. « Peut-être un jour, ai-je dit, mais pas avant qu'ils n'apprennent à prendre soin d'eux-mêmes. Et pas avant qu'ils ne s'excusent de m'avoir traité comme un distributeur automatique pendant toutes ces années. Et s'ils ne le font jamais ?» J'ai haussé les épaules, même si Élise ne pouvait pas me voir. Alors je suppose que je suis mieux sans eux. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse, vraiment, sincèrement heureuse. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait. Fin de l'histoire.